Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de cette semaine du Qu'en pensez-vous? Émission d'information, d'analyse d'information et de commentaires sur l'actualité qui s'est déroulée au cours de la semaine dernière, plus particulièrement, et des premiers jours de cette semaine. Et aujourd'hui, eh bien, vous constatez, tout comme moi d'ailleurs, que notre ami Pierre est malheureusement absent, mais ce n'est que partie remise en ce qui concerne notre ami Pierre. Aujourd'hui, donc, c'est avec Jean-René Boutin que je vais procéder à cette Bonjour, analyse Jules. de l'actualité. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? On est en forme, il le faut bien. D'une façon ou d'une autre, on vient d'avoir une très belle annonce, de très belles annonces avec le budget. Oui. Hey, globalement, là, t'en penses quoi, toi, de ça? Je veux dire, est-ce que tu as eu l'occasion de le suivre en direct ou des choses comme ça? Et qu'est-ce Pas en qu'il y en a? direct. OK. Je suis encore en train de regarder les détails. Il m'en arrive certains encore que je n'ai pas vus. Il y a certaines choses assez intéressantes pour la région, ce OK. qu'on a pu voir. OK. Tu pourrais nous en parler? Oui, on va en discuter. T'avais quelque chose là-dessus? Globalement, est-ce que pour toi, tout le monde disait hier, bon, la fameuse question, est-ce un budget électoraliste ou pas? Ou est-ce un budget pour, après en avoir arraché pendant les 3 dernières années? On met effectivement de l'avant un ensemble de mesures dans ce budget-là. Est-ce que pour toi, c'est un budget de type électoraliste? Quel budget ne l'est pas? Il y a Ah, toujours c'est une bien, certaine ouais. saveur. Oui. On se prépare à faire face aux élections qui s'en viennent prochainement. Je pense qu'un gouvernement bien avisé va toujours avoir en tête un petit peu son renouvellement possible. Jusque-là, s'il y a des bonnes mesures, on va être honnête. Si c'est bon, c'est bon. Si ça a été fait gratuitement et de façon bâclée, bien, ça va se voir. Mais il semble y avoir quelques propositions intéressantes quand même. Est-ce que stratégiquement, au niveau politique plus particulièrement, est-ce que tu crois encore que ça a un impact réel, le fait de mettre un paquet de bonbons dans un budget? Et est-ce que ça a vraiment un impact, à ton avis, là, sur le vote que les électeurs auront se prononcer dans une année électorale? Là? Il y a une certaine volatilité électorale. C'est certain qu'il y a des gens qui sont sensibles à certaines annonces. Il y a une question aussi comment je dirais, il y a des gens qui vont prendre la nouvelle d'une bonification d'un budget comme de l'argent comptant, pour ne pas dire comme du cash, sans vraiment aller regarder qu'est-ce que ça signifie en particulier. Donc, ces gens-là, peut-être qu'ils peuvent voir ça de façon très positive. Par contre, des fois, si on remet ça en perspective, des fois, il y a eu des coupes précédentes, des fois, on remet à peu près la même chose, mais on a perturbé certains milieux pendant ce temps-là. On a forcé des changements puisqu'il y avait des coupures. Et là, on vient remettre de l'argent, mais le mal est fait. Oui, Donc, il y a certaines personnes aussi qui vont... C'est souvent, fois, peut-être même pas du rattrapage là, à ce niveau-là. Ce que Oui. tu as perdu comme service pendant un certain temps, les gens qui n'ont pas reçu, qui étaient dans le besoin de le recevoir, ils le recevront. Et on parle de jamais. secteurs comme la santé, l'éducation, Oui, par exemple, où il y a oui. beaucoup de gens qui ont souffert de ça. Je pense que ces gens-là sont très au courant que ce n'est pas un bonbon. En tout cas, ça n'en a pas eu la saveur pour eux. Et non, ça n'en sera pas plus un. Et ça concerne beaucoup de personnes puisqu'ils ont une famille aussi. Donc, il y a cette partie-là aussi que... Donc, pour toi, ça peut avoir, oui, une influence, dépendamment de la façon dont tu l'interprètes ou que ça te touche. Oui. Peut-être plus particulièrement. Tu l'as bien dit, la manière que ça nous touche particulièrement. Écoute, on va s'en aller dans l'actualité un peu plus locale pour commencer comme il faut. On sait que la semaine dernière a été annoncé un nouveau festival. Oui. Donc, à Dolbeau-Mistassini, soit Cépage en fête au Lac-Saint-Jean. Et ça te dit quoi, toi? Je dis pas ce pullulement, parce qu'on a déjà eu beaucoup plus de festivals estivales pendant l'été. Et est-ce que ça te dit quoi d'avoir de ce genre d'activité encore une autre à Dolbeau-Mistassini? Bien, je crois qu'un festival des vins, parce que c'est ce que c'est, ça a un nom plus original que Festival des vins. Félicitons-les d'avoir eu au moins cette idée-là de ne pas aller directement avec un descriptif. Cépage en fête, ça sonne bien, premièrement. Et le vin, c'est populaire. Je croirais
que même s'il y a eu une grande recrudescence de la bière plus fine, de la bière de microbrasserie, le vin a toujours été populaire chez les Québécois. Ça a une perception, les gens ont une perception du vin comme, c'est quelque chose qui est bien ancré dans les perceptions. En tant qu'un produit qui est chic, un produit qui est c'est un produit de divertissement qu'on apprécie. Et se rassembler autour d'un bon vin, c'est quelque chose de fréquent. Je croirais qu'ils ont ils ont des bonnes chances de percer. Ils ont des bonnes chances d'avoir une clientèle intéressée. Est-ce que, je regardais en assistant à la conférence de presse qui a eu lieu pour le lancement de ce festival-là, on soulignait, toute l'organisation est basée aussi sur un peu la même type de formule que ce que l'on a actuellement avec le festival des microbrasseries. Donc, une sorte de grande découverte avec des coupons. Oui, c'est ça. Donc, cette formule-là, toi, ça te plaît de voir cela, d'assister à ça, parce que ça permet justement de faire en sorte qu'on puisse... parce que ça a un aspect de découverte personnelle. C'est toi qui est chargé de la responsabilité de dire, je veux goûter à ça, je veux essayer telle chose, je vais réserver certains produits, ils coûtent plus de coupons, donc je veux réserver mes coupons pour ça parce que j'y tiens vraiment, ou encore essayer de faire le tour de davantage de produits dans la soirée en comptant mieux nos coupons, en faisant les plus petits achats. On parle de trois jours, en fait 2 jours plus particulièrement, là, le vendredi et le samedi, de mémoire, il me semble que c'est le 15 et 16 de juin, où il va y avoir la présentation donc sur place de ce festival-là. Est-ce que on ne nous a pas fait connaître par ailleurs les types d'activités ou la programmation d'activités là, qui va y avoir? C'est quoi tu vois, toi, à part le fait qu'on se promène dans des kiosques? Est-ce qu'il y a des types d'activités qui pourraient être mis de l'avant dans un festival comme ça et qui auraient quand même un intérêt pour tout le monde? Ça fait partie du paysage courant de ce genre d'activité, qu'il y ait un groupe ou un artiste qui se produit. Ça met de l'ambiance. Je verrais ça tout à fait cohérent de leur part qu'il y ait ce genre d'activité-là. Autrement, on peut penser à d'autres produits alimentaires qui vont être présentés certainement, mais en tant qu'activité, là, on leur laisse la balle est dans leur camp. Oui, en fait, on a parlé de la possibilité de mettre de l'avant des types de conférences, entre autres chez des viticulteurs, vignerons et en tout cas, il y a toutes ça pourrait être intéressant qui vont pouvoir venir raconter, semblerait-il, les expériences qu'ils ont. Il y a entre autres Mario Pelcha. Qui est un producteur. Exact, qui va venir relater, non seulement présenter ses 2 premiers vins qui vont être mis en marché, mais venir présenter un peu l'historique de c'est quoi que ça l'a amené, depuis quand est-ce qu'il travaille, parce que c'est pas une affaire que tu fais en une semaine, un vin, la production. Donc, ce genre d'activité-là, oui, je pense peut-être avoir c'est sûr que juste la personnalité de l'individu va attirer là-dessus. Déjà. Maintenant, ça prend quand même aussi des gens qui sont un peu... Mais c'est un beau processus de démocratisation d'un intérêt. La production de vin, si on en offre des conférences à ce moment-là, on entre dans l'éducation populaire. C'est plaisant de voir qu'il y a cette offre-là. S'ils vont de l'avant avec ces conférences-là, c'est une bonne chose. Ça peut attirer plus de gens à entrer pas dans l'industrie, parce que là, on parle de plus grande échelle, mais à entrer dans le hobby, à entrer dans le passe-temps de produire le vin. Ça peut aider à populariser, à démocratiser la chose. Ce serait bien. Et c'est quelque chose qui n'existe pas dans les festivals de bière jusqu'à maintenant. Ça pourrait être intéressant aussi. Oui, je sais que les premières années du festival ici des microbrasseries, on avait, mais c'était plus des producteurs qui venaient expliquer leur procédure, eux autres, qu'ils faisaient. Il y avait une activité d'atelier, comme on dit, qui se passait, mais peut-être pas leur relater des expériences ou de faire une présentation. Ça peut être intéressant pour un public plus large que ceux qui sont déjà concernés d'avoir accès à ça. C'est ça. En tout cas, c'est à voir. On devrait nous annoncer donc les activités de cépage en fête au Lac-Saint-Jean à Dolbeau-Mistassini, qui va se tenir au milieu du mois de juin. Ça va reprendre ou remplacer peut-être un peu, on sait qu'on a perdu quand même le festival western qui existait dans le temps. Or, ça nous permet d'avoir une activité
qui se déroule, encore une fois, cette fois-ci, dans le centre-ville de Dolbeau-Mistassini. Reprise des travaux au pont de Dolbeau. T'as-tu été pogné un peu dans le trafic cette semaine là-dessus? Un peu ralenti. J'ai pas eu à emprunter la 8e avenue récemment pour ça, sur ces heures-là. Donc, pas pour l'instant pour moi, mais c'est possible qu'il y ait eu pour d'autres personnes. D'autres en fait, plus particulièrement, je pense que le ralentissement de la circulation dans le secteur s'est fait parce qu'on a refait, encore une fois cette année, et à chaque année on fait cela, des tests sur le pont actuel, et non pas le futur, parce qu'il n'est pas encore bâti, mais des tests pour voir effectivement la solidité, si on n'a pas eu, à partir de l'hiver, certaines problématiques. Et ces travaux-là font en sorte que tu circules sur une voie pendant qu'ils font les travaux d'inspection. Et est-ce que, toi, la construction de ce pont-là, est-ce que c'était pourquoi une nécessité dans un premier temps? Et le fait que, bon, peu importe l'ampleur du projet que l'on en est là, est-ce que tu trouves que c'est quand même un investissement qui est important dans la municipalité? Important certainement en termes financiers, mais important au niveau des infrastructures. Moi, je suis ravi de voir se bonifier d'une belle ampleur les infrastructures routières, les infrastructures de transport de la région. On en parlait il y a quelques épisodes de l'état des routes. Lorsque notre système est fonctionnel et est intéressant, c'est beaucoup plus vendeur. Et c'est quand même la façon que les gens se déplacent et vont vraiment dans les lieux physiques du milieu. Donc, c'est important que ça soit en bon état. Si on se fie aux études, bon, le pont arrivait en fin de vie, il y a plusieurs problèmes. On voit qu'ils sont constamment en train d'essayer de rattraper l'état du pont. C'est peut-être pas inutile. Il y a des gens qui sont vite à dire que c'est de l'argent dépensé, mais jusqu'où on a une belle bonification de nos infrastructures pour des décennies à venir avec ça. Plus adapté à un milieu. On parle d'une quinzaine de milliers et tout près de personnes dans la localité. Donc, c'est plus adapté au niveau de circulation. Donc, ça va être plus rectiligne, semble-t-il, aussi comme tracé. Donc, on a un petit peu. Une bonne pente qui descend. Donc, avec les conditions de gel, ça peut être légèrement moins adhérent là, à certaines périodes de l'année. Donc, ça pourrait être intéressant aussi à ce niveau-là de la sécurité. Là, au niveau de la sécurité, oui, je pense que c'est un point important d'amener cet élément-là, parce que qu'on le veuille ou non, le pont actuel, on sait qu'il y avait même de ça certains printemps. On voyait en bas de la chaussée, en passant sur la chaussée. Ça commençait à être, comme tu dis, assez problématique à ce niveau-là. Donc, c'est une reprise des travaux et la livraison devrait se faire à la fin de l'année 2018. Il y a encore la question du monument qui est près du stationnement chez Métro. Il y a des gens qui se sont mis de l'avant pour le préserver. Oui, pour le conserver. C'est un beau monument, c'est patrimonial. C'était une forme comment je dirais, c'était une commémoration de l'arrivée des Pères Trappistes. Du premier monastère, il était fait pour lui ressembler quelque peu. C'est ça. Et ça s'est fait par les gens, à l'époque, les gens du secteur Dolbeau, pour honorer l'arrivée dans le milieu des gens, donc dans la localité qu'on connaît maintenant comme étant Dolbeau-Mistassini. Oui. Mais c'est quelque chose d'intéressant, mais on voit que j'ai pas vu mis en danger pendant un certain moment. Je pense qu'ils ont pu obtenir du ministère des Transports. Le ministère, voulait tenir compte. Là, je peux malheureusement pas t'indiquer quelle en est la... Mais ça fait un moment qu'on n'en a pas eu de nouvelles. Oui, je sais que le comité est toujours actif par ailleurs pour avoir eu un dernier écho là-dessus. On me disait, oui, on a eu des rencontres encore. Est-ce qu'il y avait des pourparlers effectivement avec le ministère? Soit, je pense, pour le conserver en le tassant un peu, ou soit que le ministère, en fait, pouvait ne pas avoir besoin. Il le mettait dans ses plans pour justement un élément de sécurité supplémentaire, mais il n'y avait peut-être pas nécessairement besoin du terrain en soi. C'est à voir qu'est-ce que... À voir, oui. À suivre. En faire. Et oui, tu as raison, il faudrait qu'on voit quand même à conserver cet élément-là, qui est aussi une entrée de parc, oui, sur le bord tout de la à fait. rivière. Puis on a des bords de rivière, des rives, devrais-je dire. On a des rives de rivière absolument fantastiques ici. Exact. On a ça à peu d'endroits, des rives fréquentables,
avec un panorama comme on a ici. On a une rivière extrêmement puissante et des gens qui viennent de l'extérieur en seraient ravis. C'est important de ne pas défigurer. Il faut être conscient de la richesse naturelle qu'il y a ici, puis de ne pas faire des travaux d'aménagement de manière à détériorer ce niveau de qualité qu'on a. Exact, exact. Donc, reprise des travaux, on en a certainement, et pour tout le printemps, et pour tout l'été, une bonne partie de l'automne. Alors, on sait que, en tout cas, l'année dernière, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de problématiques, par exemple, sur la circulation reliée à ça. Non, il faut ça, faire c'est attention. quand même bien fait. Hein? Il faut faire attention parce qu'il y a quand même du véhicule lourd qui circule chargé, mais en tout cas, on s'en est relativement bien clairé dans ce secteur-là. Écoute, je reprendrai, avant d'aller sur la question du budget, on a annoncé avant hier, donc la fusion de la coopérative des Deux-Rives, coopérative agricole des Deux-Rives à Normandin et à Saint-Prime. C'est une grosse nouvelle quand même. Et de même que Nutrinor. Donc, c'est Nutrinor qui engloberait, d'après ce qu'on a pu en voir, la fusion de la coopérative des Deux-Rives. Mais ça m'amène peut-être à te poser une question qui est la suivante. Est-ce que le fait que ces grandes entités-là, qu'on le veuille ou non, Nutrinor, là, OK, et la coopérative la coop des Deux-Rives était quand même une coopérative agricole d'importance, mais pas majeure, comme Nutrinor peut l'être. Pour toi, c'est-tu une bonne chose que les gros accumulent ou ramassent les plus petits? Est-ce que socialement, économiquement, fort probablement qu'il y a une rentabilité économique, mais est-ce que socialement, ça a un impact, tu penses, qui pourrait être négatif ou positif pour les milieux? Pour le milieu, si on n'a pas de perte d'emploi, déjà, c'est pas négatif. Mais c'est un mouvement qui existe depuis longtemps en agriculture, la concentration. C'est pas nouveau. Les petites fermes sont de moins en moins nombreuses, certaines vivotent. Ça peut être une bonification si on ne perd pas d'emploi. Ça peut être une bonification au sens où l'union fait la force quand même, tant et pour autant qu'on s'entende sur ce qu'on veut faire. Attends, est-ce que ça ne peut pas amener une concentration, par ailleurs aussi, de services? Ce que je veux dire par là, c'est, on le sait actuellement, ils ont tout les grains, les semences sont actuellement tout installés. Il y a toute une installation qui est à la coop des Deux-Rives. Ça devient monopolistique. Et on le sait, Nutrinor a aussi ce genre d'installations-là qui sont là. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à penser que regarde, on l'a, là, tel type de graines, on l'a à Saint-Bruno. Oui, nous pouvons te la livrer ou nous pouvons, mais on n'en mettra plus à Normandin parce que, on a des... Est-ce que ce phénomène-là, est-ce que tu penses que ça peut s'établir et faire... C'est pas impossible. Ça sera à suivre parce qu'effectivement, lorsqu'il y a un grand qui a contrôle sur toute une région, là, c'est ça. Il peut maintenant... former les choses et concentrer le service peut-être à partir d'un lieu, c'est sûr que ça va... Ce qui fait que ça va peut-être avoir un impact sur, pas directement les personnes qui se sont regroupées pour former cette nouvelle entité-là, mais d'autres qui étaient en interaction avec ceux-là. C'est en ce moment-là que le milieu peut être affecté, puisqu'on avait déjà des ententes qui ne seront peut-être pas renouvelées, on a des liens d'affaires qui sont... changé, certainement, par cette nouvelle arrivée-là. Parce que la coop des Deux-Rives, on se souviendra, ça a été, avant ça, c'était la coopérative agricole de Normandin. Tu as eu la coopérative qui avait, dans le temps aussi, il y avait la coopérative agricole d'Albanel et il y avait la coopérative agricole à Saint-Prime. Saint-Prime et Normandin se sont unis pour faire les Deux-Rives et on a englobé une bonne partie de la coop d'Albanel lorsqu'on avait pris dans le temps tout l'aspect de la quincaillerie. OK? Et ça avait été ramené parce qu'il y a eu l'incendie
à Albanel de la coop, et donc et on n'a pas remis de service direct à Albanel. Tu me diras, quand Albanel et Normandin, c'est quand même pas 10 heures de route. Non, là. Mais ça permet de faire en sorte, effectivement, que on assure qu'on maintient un service de base. Maintenant, le service, si tu comprends, il y a un événement quelconque qui fait en sorte qu'il est peut-être moins intéressant de le conserver là, mais de le regrouper à des places, bien, on va aller fort probablement. Je pense qu'on peut s'attendre quand même à avoir de ce genre de choses-là, mais pas à court terme, parce que Non, à court terme, ce que entre autres, le président de la coop des Deux-Rives a indiqué, M. Gérald Rousseau, il indiquait que l'entente prévoyait que nous maintenions, 1, les emplois, 2, les services locaux, qui sont en place avec donc la c'est coop. une transaction, c'est une consolidation. Oui, et c'est pour permettre fort probablement, c'est sûr que, tu sais, j'ai un peu la même réflexion que quand on a eu, quand Québécois a acheté un ensemble de journaux locaux, quand Transcontinental a acheté aussi, entre autres, le Nouvel Hebdo, on se dit, c'est une grande entité qui achète, oui, une entreprise locale qui donne un service localement. Donc, on bénéficie de toute sa force économique, OK, pour pouvoir maintenir. Sauf que quand les revenus qui s'étaient occasionnés par l'entreprise locale, ces revenus-là, maintenant, s'en vont dans une grosse machine et on se dit, oui, on t'en répartit. Maintenant, le jour où ça te coûte plus cher, effectivement, d'investir, d'opérer à cause des conditions que tu mets, que ce que ça te rapporte. Localement, quand tu as ça, tu vas essayer de réagir. Tu peux réagir. Tu peux aller voir tes clients et dire, écoute, continue d'investir avec moi, sans ça, on va être obligé de fermer. Ça, mais quand c'est la grande entreprise qui arrive et dit, écoute, il faudrait que tu achètes encore un petit peu plus chez nous, parce que sans ça, on va être obligé de fermer à boire. Là, ta réaction est un peu autre, tu sais, comme client, proche comme client. Alors, ça peut avoir, sur le moyen terme, et non pas le long terme, sur le moyen terme, ça peut avoir des effets à caractère négatif par le fait qu'on a une centralisation ou une concentration dans des entreprises un peu plus grosses. Mais on va dire comme toi, il faudra être vigilant, si nous ne voulons pas que ça se passe. Alors, bonne chance, hein? Bonne chance à la coop des Deux-Rives et Nutrinor, parce que c'est quand même des services essentiels, tant pour les agriculteurs que pour... C'est important la place d'une agriculture régionale. Oui. On ne le dira jamais assez. Oui. On est tout à fait en faveur de ça. Exactement. Et écoute, je m'en irai un peu sur les questions du budget, sortir quelques éléments que, entre autres, les entrevues qui ont été réalisées par le journal Le Quotidien ont été, je pense, intéressantes parce qu'ils nous ont amené une vision un peu plus régionale de l'impact. On cherche toujours c'est ce qui nous intéresse. Ça. Exact. Puis on cherche toujours à avoir ça. Mais attends, tu sais, dans un budget global, on va dire, oui, on met 170 millions pour le transport aérien en région. Ça ne te dit pas comment est-ce que tu vas en avoir ici, mais au moins, à partir de là, ce qu'on peut se dire, c'est que toi, tu vois ça comment, cette question-là, quand on parle de 170 millions pour le transport aérien en région, je te rappelle que c'est pour favoriser l'utilisation du transport par avion, naturellement, pour des gens, en fait, avec une baisse de tarification. Est-ce que pour toi, c'est une mesure qui est intéressante ou incitative, effectivement, à prendre plus l'avion? L'incitatif économique est certainement là. Ce n'est pas le moyen de transport le plus utilisé, toutefois. Non. C'est intéressant de voir qu'il peut être plus accessible. C'est un plus. Okay. On a en face de nous un plus dans le sens que le billet d'avion, si on en a besoin, est moins dispendieux. Ça ne concerne peut-être pas la population générale, mais peut-être des travailleurs qui viendraient de l'extérieur de la région pour venir travailler ici pour, par exemple, on pense à des développements d'industrie. Ça arrive souvent, ça, que des travailleurs de l'extérieur viennent faire certaines durées de travaux et repartent. À ce moment-là, des fois, ils habitent très loin. L'entreprise paie l'avion. À ce moment-là, le travailleur,
probablement que son billet est payé. Plus facile, mais pour d'autres occasions qu'un billet payé, ça peut être quelqu'un qui vient en lien avec ça, qui n'est pas directement amené par l'entreprise. Ça facilite le transport. Puis comme je le disais tout à l'heure avec les routes, c'est toujours bon que nos transports soient en meilleure santé. OK. Est-ce qu'on sait, bon, nous, on n'en a pas, à ma connaissance, là, de grands transporteurs, entre autres, à partir de l'aéroport ici de Normandin, de Oui, Beaumont-Saint-Félicien. peut-on penser que ça va apparaître grâce à ça? C'est à espérer. En tout cas, ça peut favoriser fort probablement l'émergence de certaines entreprises qui pourraient se dire, oui, bon, ben si on va s'implanter, oui, on bénéficie d'un transport. On sait qu'on manque de pilotes présentement aussi au Québec. C'est une autre question qui va jouer en... Mais là, on parle de pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs aussi. On a déjà eu l'occasion d'en placoter. Peut-être qu'on reviendra en rediscuter aussi aujourd'hui là-dessus, mais il reste que au départ, je pense que ça peut peut-être favoriser effectivement la venue d'un transporteur qui utiliserait nos installations où on a investi quand même beaucoup d'argent l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, pour faire en sorte que toute la piste a été... Ça ne semble pas être un éléphant blanc. Il faudrait pas. S'il y a cet investissement-là, ça répond à des D'ailleurs, c'était important qu'on puisse l'avoir. OK. On a parlé aussi dans ce budget-là de 127 millions de plus pour les programmes pour la forêt, soit entre autres le programme Innovation Bois, en reboisement, on va remettre aussi de l'argent, on va additionner de l'argent à ce qui était déjà consenti, entre autres la lutte à la tordeuse, de mémoire, même de ça, sur le 127 millions, c'est pas loin de 80 millions de plus qu'on met juste pour la tordeuse. Et des programmes pour la biomasse résiduelle forestière. Ces programmes-là, tu sais, on a longtemps parlé de la forêt, les problèmes au niveau de la forêt, c'est le mot, tu as dit, caribou forestier. Là, on se rend compte que, oui, effectivement, peut-être que l'investissement dans la diversification de produits qui peuvent originer de la forêt et non pas juste faire du 2x4. Est-ce que cela, ce 127 millions-là qui se rajoute à, je ne me souviens pas le montant qu'il y avait déjà dans le budget, mais c'est effectivement une bonne chose? Bien, à mon avis, c'est une très bonne solution, puisque là, on profite déjà d'une infrastructure industrielle qui est très bien installée. Des entreprises qui sont en moyen, qui ont déjà des débouchés, des ententes, un marché qui est mature. Et on pousse sur cette espèce de tapis roulant-là, si on veut, un nouveau produit qui va pouvoir, avec de l'innovation, avec des changements qu'on apporte, déboucher sur d'autres marchés, d'autres revenus qu'on n'avait pas avant. Donc, ça me semble être une très bonne chose. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des programmes aussi pour aider. En fait, il se trouve à en avoir dans le sens où quand tu donnes, entre guillemets, un CAF à une entreprise forestière, bon, elle bénéficie de crédits relativement à l'aménagement de chemins d'accès, à l'aménagement de certains autres équipements et d'infrastructures reliés à l'utilisation de la forêt. Je ne sais pas s'ils ont dans ces programmes-là aussi de l'innovation en matière de coupe forestière, mais ça serait peut-être aussi pertinent de regarder. On est quand même ici dans la région, là, un point fondamental pour faire cette exploitation, de voir jusqu'à quel point aussi il ne pourrait pas y avoir ces programmes-là ne peuvent pas s'appliquer à de nouvelles techniques ou à de la machine. Et les techniques, comme tu dis, il n'y a pas que les produits, comme j'ai mentionné, les techniques deviennent de plus en plus importantes. Ils vont donner des certifications qui vont faire en sorte que certains marchés vont être plus ouverts à faire affaire. Il y a tout cet aspect-là aussi. D'accord. Donc, 127 millions de plus, je tiens à le dire. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils mettent 127 millions, mais ils s'en mettent de plus. Et il est quand même intéressant de voir, effectivement, ça ne règle pas par ailleurs la fameuse surtaxe américaine qui vient d'être déposée tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas un renouvellement, semble-t-il, de l'entente, le libre-échange avec les États-Unis. En ce qui regarde le transport, au niveau du transport, le gouvernement a investi je n'ai pas le montant, mais investi des sommes supplémentaires, entre autres,
avant d'aborder la question ferroviaire, au niveau du transport en commun. Oui. C'est-à-dire que ce soit comme ici, là, des expériences comme le taxibus ou des Maria choses Express. comme ça. Maria Express, le Plus transport, récemment, oui. le transport aussi par, voyons, par autobus, mais aussi pour les transports pour personnes handicapées. Oui, ça OK? Donc, ce genre de mesures-là devrait être bonifié avec l'ajout de nouveaux crédits dans cette Oh, il faut cette qu'il frappe situation. fort parce que tu as mentionné le taxibus tout à l'heure, c'est une initiative des années, on se rappelle fin années 90, j'étais tout jeune, je me souviens taxibus, je me souviens de voir les arrêts, je me souviens un petit peu du visuel, c'est un petit peu loin, mais taxibus a fait, n'a pas eu une très longue vie, n'a pas été adopté par la population. Il me semble que c'est la pierre d'achoppement, c'est l'adoption de nouvelles façons de se transporter, l'adoption de nouveaux comportements relatifs au transport. On vit encore dans un royaume de l'automobile individuelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ouais. encore à plus forte raison et du dans pick-up. notre milieu et du pick-up. Oui, effectivement, on est le royaume du camion. Et je n'ai pas emprunté ce slogan d'un marchand, j'espère, en disant ça. Non. Peut-être que oui, mais c'est un cas. C'est un cas. Et on a énormément de déplacements individuels. Parce beaucoup que de je sais voitures. que, bon, au niveau de Maria Transport, on sait qu'ils ont remis de l'avant là, la formule taxibus. Où, en début d'année, le président de la corporation nous disait qu'effectivement, on semblait avoir un engouement. Au début, on avait peut-être 4 ou 5 transports par semaine et on était rendu à plus de 125 transports semaine qui étaient utilisés par les gens. Donc, c'est bon signe. ça veut donc dire oui. C'est très bon Et on signe. sait que quand on utilise le transport comme cela, taxibus, oui, ça te coûte 3 piastres pour une course, mais ça coûte plus cher que ça, une course. Donc, le gouvernement investissait de par le programme. Donc, au niveau de l'entreprise de taxi, la différence... On de venait coût- éponger un peu. Exactement. Donc, si on remet de l'argent Mais c'est encore dommage qu'on se dise supplémentaire- que c'est un épongement par le gouvernement qui fait vivre la chose. Oui, mais attends, à 3 je ne penserais pas que les courses soient au prix de l'essence actuelle, au prix des véhicules, puis au prix de la main-d'œuvre. Je ne penserais pas qu'effectivement ça puisse. Mais c'est facilitant, à tout le moins, Oui. de permettre à des gens qui, au lieu de prendre un véhicule, et souvent de fois, ils n'en ont peut-être même pas, parce qu'on sait que quand même, c'est important d'avoir un moyen de transport. Là, Oui, qui une est certaine proche flexibilité. dans ce milieu. C'est la liberté, mais il me semble que les locaux sont encore amoureux de leur grande liberté que leur procure la voiture Oui. individuelle. Oui. C'est peut-être pas dû pour changer tout de suite, quoique je fais partie d'une génération qui a remis beaucoup de ces structures, de cette culture-là qui est actuelle. Moi, personnellement, je suis un amateur d'automobile, mais qui n'est pas inconscient de son impact. Moi, je serais prêt à changer certaines habitudes. Est-ce que les autres vont suivre? On sait qu'on est une région vieillissante, par contre. Oui, OK. Et donc, c'est donc la proportion de jeunes qui, eux, sont peut-être prêts à adopter de nouveaux comportements relatifs au transport, n'est peut-être pas énorme. Donc, il y a des gens à convaincre encore. Il me semble que c'est sur ce point-là que devraient travailler aussi les initiatives, convaincre les gens d'adopter de nouveaux comportements. On va regarder la question du transport ferroviaire. Oui. Dans le budget d'hier, il y a certaines régions du Québec qui se verront attribuer des sommes pour favoriser justement l'implantation ou le prolongement de circuits en matière de transport ferroviaire, donc de transport au niveau des chemins de fer. Est-ce que nous, ici, il serait prévu que nous aurons une étude, je pense que c'est tout près de 2 millions de dollars qu'on entend investir. Donc, on n'a pas encore là-dessus. de mouvement à faire, mais une étude, tout du moins, Une étude pour voir place. sur les hypothèses actuellement qui sont mises de l'avant sur la question, entre autres, du prolongement de la voie ferrée ici, l'autre côté de Dolbeau-Mistassini, vers le Saguenay. OK? On sait que on a la question du pont ferroviaire là-dessus, qui doit être aussi mis de l'avant, qui est peut-être davantage de juridiction fédérale, mais indépendamment de ça, il va falloir qu'on ait une entente fédérale, provinciale, municipale et locale
pour pouvoir être en mesure d'en arriver à quelque chose. Pour toi, est-ce que c'est bon signe qu'à tout le moins, on se préoccupe de nous faire une étude? Et est-ce que pour toi, ça représente quelque chose avec ce que tu as eu comme connaissance d'important, cette poursuite de la voie ferrée sur... On parle d'un train qui serait peut-être de frais et de passagers. C'est bien oui, le cas? Oui, Donc, oui. encore une diversification pour le transport. Bon, j'ai accueilli ça d'une bonne façon tout à l'heure. Je vais répéter mon pouce en l'air pour cet ajout-là, mais j'entends déjà des camionneurs dire que bon, le transport, c'est une industrie, le camion est bien installé, c'est des emplois, tout ça. Il y a toujours cette question-là, là, que les choses qui sont en place, il y a toujours une forme d'inertie. Puis oui, c'est une économie, c'est un fait. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Est-ce qu'il y aura déplacement d'emploi? Est-ce que ça aura un gain positif, négatif? Mais certainement que c'est une bonne chose pour les infrastructures, pour la qualité et la quantité de services offerts en région. D'avoir plusieurs moyens de transport, c'est pas vraiment un luxe. On sait qu'ailleurs, dans les grands centres, et ça a déjà été le cas ici, Oui. c'est tout à fait installé. Et on a perdu, donc c'est une Oui. perte qu'on a Oui, eue on en a eu région une perte sur le là-dessus. transport ferroviaire. Ça a été un déclin sur plusieurs années. Mais il me semble que le chemin de fer, c'est un élément essentiel pourtant. C'est ce qui a amené les grandes révolutions. Oui. Ça a été amené par les grandes révolutions industrielles. Et là, on se trouve avoir perdu cet acquis-là. Est-ce qu'il est encore pertinent? À mon sens, oui. Il faut qu'il trouve sa place. C'est donc à dire qu'à tout le moins, on aura droit à une étude un peu plus complète, tant sur le tracé, je suppose. Et pour les industries, ça peut être extrêmement intéressant. Ben, moi, je pense aussi qu'effectivement, la question du transport, même si ce n'était que de regarder tout le développement minier avec, entre autres, au lac Apol, que l'on est en train de mettre de l'avant, oui, on veut essayer de l'envoyer dans un port à Saguenay et en passant par les voies routières qui sont... Mais il me semble que ça peut être un dossier chaud du fait qu'il y a certains acteurs dans le monde du camionnage, justement, qui vont peut-être... Oui, mais attends, tu peux avoir... Mais, c'est parce qu'il y a eu un projet, il y avait même un projet qui avait été mené par Ressources d'Ariane dans le temps, qui faisait en sorte que le transport du minerai, si nous avions eu le service de train à partir du parc industriel dans le secteur Mistassini, OK, parce que là, on n'a pas de service de train, donc il aurait été plus rentable de prendre le minerai, de le descendre jusqu'au parc industriel dans le secteur Mistassini, où toute cette circulation-là se fait hors route. Donc, tu peux, comme on dit, charger ton camion au max que tu peux, l'amener là, et à partir de là, le fait convoyer par un chemin de fer. Alors, tu comprends l'importance à ce moment-là du pont Tracel ou du pont ferroviaire, de même que la voie ferrée qui irait rejoindre Roberval-Saguenay jusqu'à Alma, de l'autre côté, donc, de la région, du lac, ça aurait permis à tout notre secteur aussi de bénéficier, j'ai du mal à le dire, d'une affluence et de le faire. Mais bon, l'autre choix qu'on a fait, ça a été de construire, de voir si on ne pourrait pas construire donc un port à Saguenay pour pouvoir être en mesure d'écouler peut-être plus rapidement et d'utiliser les voies, non pas aériennes, mais les voies terrestres par les chemins forestiers que l'on aménagera à ce moment-là. Ça aurait un impact, je pense, important. La mine n'est pas encore en construction, là, puis le transport n'est pas encore définitivement réglé. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des bonnes ententes pour la construction du port sur la rivière Saguenay. C'est à espérer que, à tout le moins, l'étude pourrait nous permettre de mettre dans le temps, aussi fort probablement, un échéancier de réalisation qui pourrait peut-être faire en sorte que... Tout ça est en plan à l'instant, donc Oui, bien en fait, oui, tout est en plan. Remarque, c'était des hypothèses de travail. Et je me souviens d'avoir assisté à une conférence, à une séance d'information justement tenue par Ariane Phosphate dans le temps, qui disait, voilà, nous allons avoir besoin de 200 transports de camions par jour pour pouvoir transporter notre matériel. Nous passerions par telle route, on se rendrait jusqu'à Saint-Eugène-Milo. À partir de Saint-Eugène-Milo, il y aurait un parc de transfert pour aller l'amener au train. Tu comprends? Tout ça, ça faisait partie des projets de la municipalité à ce moment-là. Pas de la municipalité, pardon, d'Ariane Phosphate. Ariane, oui. OK. Alors, globalement,
dans la question du budget hier, on parle d'une augmentation de 4,5 des dépenses au niveau de la santé et tout près de 5 en éducation. Toi qui es dans le domaine de l'éducation, comment tu accueilles ça, cette nouvelle d'augmenter les crédits reliés? Je répéterai un peu ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une grande tourmente dans ces milieux-là. On a entendu beaucoup parler du domaine de la santé, donc j'en suis informé aussi. En éducation, on sait qu'il y a eu beaucoup de changements induits par des coupures, puis il est retourné des grenailles peu à peu. Et là, on parle de 4 Est-ce qu'on rattrape un peu ce qu'on avait... À ce qu'on nous a indiqué hier, ce n'était pas toutes les compressions qui vont être ramenées par cela, mais une bonne partie. Une bonne partie, mais ce qui est fait est fait. C'est parce que la grosse question dans ce budget-là, OK, c'est que pour pouvoir en arriver à avoir un budget équilibré, on est obligé d'aller piger dans la réserve que l'on s'était mis. Ouais. Or, quand on aura vu l'argent dans la réserve, là, je vais faire quoi pour financer mon augmentation? Or, tout le monde prévoyait hier dans l'ensemble des analystes, bon, ben oui, on peut peut-être revoir le cycle des compressions dès la deuxième année de ce budget-là, là, en fait, dès la deuxième. Alors, ça entre en ligne de compte, mais au départ, donc, on permettrait d'avoir... J'espère une chose, c'est que oui, on a fait des compressions, entre autres dans le domaine de la santé, les compressions ont été amenées, en particulier aussi au niveau de ce qu'on appelle le monde communautaire, c'est-à-dire les organisations communautaires qui interviennent dans les services à la population donnés par des gens qui sont du milieu localement et ces choses-là. Et on sait que ces organisations-là ont subi des compressions plus que sévères. Il y en a même de ça dont les services ont été carrément abandonnés pour pouvoir être en mesure. Alors, c'est à espérer que dans cet argent-là nouvel que l'on rajoute, qu'il puisse y en avoir qui reviennent à ces organisations-là ou à ce type de service. Mais dans plusieurs circonstances, le mal est fait. Et oui. Là, on va travailler avec cet argent-là à essayer de remettre en place des choses. Est-ce qu'on va reprendre les mêmes solutions qu'on avait avant? Donc, il y a tout un chambardement qui s'est opéré. Est-ce qu'on n'essaye pas de changer d'outils à toutes les fois qu'il arrive de quoi? C'est peut-être pas la bonne chose non plus. Là. C'est ça. C'est à espérer que si on remet de l'avant effectivement de ce genre de service-là, que l'on puisse s'assurer à tout le moins qu'on va pouvoir les revoir dans le temps et non pas juste, comme le disait la personne qui est responsable, entre autres, de l'intoxication. Pour pas qu'on ait à gérer une business à partir de juste un projet. C'est ça. Eh oui, je plaque sur tel projet, oui, je peux avoir de l'argent, je vais le réaliser. Là, le projet, tu te rends compte qu'il peut t'amener l'année prochaine à amener un... Ben non, ton projet, c'était pour 1 an, c'était pas pour 2 ans. Donc, tu te dis, je fais quoi, là? J'abandonne tout, je recommence tout. C'est véritablement toute cette logique d'intervention, de financement des organisations. Jusqu'à maintenant, c'est un peu un jeu de yo-yo, là, comme on voit. Là. On a des coupures, là, on a un presque rattrapage, mais bon, il s'est passé quelque chose dans ce temps-là. On n'a pas tout mis sur la glace. Là. Donc, c'est pas un « oups, on en a enlevé, on va en redonner ». Non, ça a duré longtemps, puis il y a eu des impacts qui vont rester là même après le retour. Et peut-être qu'on se devra justement, pour relever la situation, repartir d'impacts négatifs qui sont arrivés puis essayer de les corriger. Et là, on n'a encore rien mis de nouveau sur la table à ce moment-là. C'est à revoir. Et c'est la qualité des services qu'on offre à la population. Le gouvernement du Québec est un fournisseur de services à la population. Sinon, qu'est-ce qu'il est? C'est un gouvernement, donc les gens se gouvernent eux-mêmes, on est dans une démocratie, et les services qu'on offre, on est constamment en train justement de couper au nom d'une rentabilité comptable. Exact, plus comptable que sociale. Effectivement, parce que si on regardait que le output, la production de services, si on regardait juste la qualité de ce qui sort, on ferait attention certainement plus à certains domaines, à ne pas trop chambouler le milieu avec des coupures, des retours et des... Écoute, j'aurais une dernière nouvelle à discuter localement avec toi. Je sais pas si tu es un amateur de sport ou de judo, mais on sait que notre amie Marie Besson a remporté l'or à Sarajevo. Félicitations. La dernière compétition qu'elle a réalisée. Et Marie, je lisais... Qui n'en est pas à ses premières victoires. Ah non, mais par contre, on sait que depuis 2-3 ans,
Elle fait partie donc de l'équipe canadienne de judo. Elle fait partie dans les juniors et depuis 2 ans aussi dans l'équipe 21 ans et plus. Donc, junior, elle est en pleine possession et non seulement en pleine possession, elle est assurément une des très bonnes à ce niveau-là. Et compte tenu du fait qu'elle performait bien, on l'a mis au niveau senior, où là, ça a peut-être été un petit peu plus difficile. Or, ce que je lisais, un des commentaires, elle était excessivement heureuse de remporter cette médaille d'or, naturellement, parce qu'elle en était quasiment à un tournant. Dans le sens où, comme elle avait énormément de difficultés au cours, puis entre autres, la dernière compétition internationale qu'elle avait faite, elle avait bon espoir d'aller chercher un podium et elle avait terminé 5e et elle se disait « Ouais, ben qu'est-ce que je fais là-dedans? Je suis capable à un moment donné de me classer? » Elle a eu une véritable période de découragement et elle racontait que cette compétition-là, à laquelle elle a remporté l'or, vient de lui redonner une confiance en elle qui s'était un peu effritée. Et c'est quand même intéressant. Et je te rappellerai que notre amie Marie, du temps où elle était ici au club de judo de Beau-Mistassini, qu'elle participait à des compétitions, que ce soit les Jeux du Québec, que ce soit les... Marie remportait tout le temps ses combats dans les 30 premières secondes par ippon. C'est une performance. Elle était... Et là, et sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait pour remporter l'or? Elle a eu 3 combats. 2 combats gagnés par ippon. Et entre autres, dans le dernier combat où elle l'a remporté, ça lui a pris moins de 30 secondes pour renverser une compétitrice. Je ne me souviens pas de quelle nationalité elle était, mais parmi les meilleures au monde. De retour Alors, oui, elle est vraiment revenue. C'est la meilleure des chances qu'on lui souhaite, Marie, de poursuivre, parce qu'elle nous fait grandement honneur. C'est donc plaisant d'avoir des athlètes qui s'illustrent comme ça à l'international. C'est un exemple pour les jeunes. Et Sarajevo, ça se trouvait à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine? Oui, J'espère qu'elle a eu le temps de visiter un peu ce petit pays-là. Moi, je sais, pour lui avoir déjà interviewé quand elle compétitionne à ces choses-là, ils ont un certain temps, OK? Où quand l'équipe s'en va pas là pour la journée puis elle revient le soir, s'en va là pour passer des fois, il y a même des camps d'entraînement qui sont aussi... Et elle bénéficie d'un certain temps pour effectivement visiter un peu ces pays. C'est un pays plein de richesses, mais éprouvé. On sait que la guerre est à peine vieille d'une décennie. Il existe 3 cultures qui ne s'entendent pas toujours très bien. Donc, un milieu assez fascinant à voir. Et il y a des richesses naturelles incroyables. Il y a, entre autres, la rivière la plus froide du monde. Qui est à Sarajevo? Pas tout à fait à Sarajevo, mais en région de Bosnie-Herzégovine. Donc, c'est accessible à partir de là, j'imagine. Hey, écoute, je ne voudrais pas qu'on termine cette émission-là sans parler au moins rapidement de 3 sujets au niveau national. Il y a eu, et on sait que le procès Normando-Côté, qui fait suite à des révélations ou des enquêtes de l'UPAC qui ont été ressorties après la fameuse enquête publique sur la construction, ce qu'on a appelé l'enquête Carbonneau, procès donc Normando-Côté, qui s'est vu rejeter sa requête en arrêt des procédures. On sait que depuis quelque temps, quand ça fait trop longtemps que ta procédure judiciaire a été entamée, ben tu peux demander des arrêts parce que ça n'a plus d'importance. Et bon, elle a vu, elles ont fait une requête de même et elle a été refusée. Donc, il va y avoir, le procès va se poursuivre. Je voulais l'amener pour te demander, toi, est-ce que tu te souviens de ce qui est effectivement un peu ressorti de cette fameuse commission Charbonneau sur l'industrie de la construction au Québec et tout le système qui existait, sans nécessairement... Et on a vu peu de procès. Je m'en souviens pas dans le détail, mais ce qui en est ressorti, probablement que plusieurs personnes peuvent, tout comme moi, avoir cette conclusion-là, c'est qu'il y avait vraiment un laisser-aller dans l'industrie de la construction. Donc, on n'avait pas une surveillance qui était très effectuée, très efficace, puisque là, on avait plein de collusions à toutes sortes de niveaux. On a mis à jour des systèmes incroyables qu'on ne réalise pas à quel point ça pouvait être... enfin, peut-être que la population en général n'avait pas conscience de ça. Les gens dans l'industrie devaient être bien au courant. Oui. Ça se gardait sûrement entre les murs de ça.
Et là, on voit encore des procès qui ne sont pas réglés. Là, Ils ne sont pas réglés. Ça amène un ils n'ont même pas cynisme. commencé. Non, c'est ça, que ça amène un certain cynisme, certainement. Oui, là, oui. face à la capacité du gouvernement de régler ce genre de situation-là. Et aussi à la capacité du système de justice. Oui. J'ai eu l'occasion cette semaine de vivre une autre expérience dans ce secteur du système de justice, non pas comme témoin ou comme accusé, mais comme observateur. Et comme observateur. Mais il était quand même de voir un système qui veut être efficient, mais dont toute la structure est excessivement lourde oui. à se poursuivre. Il s'empêtre un peu dans la machine, mais on sent que la vertu est là, mais bon, des fois, ça ne fonctionne pas comme la population l'aimerait, du moins. C'est dans ce genre de procès-là où on a dû avoir une preuve certaine pour pouvoir accuser des gens et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il en était, qu'on n'ait pas encore abouti. Je sais qu'il y en a certains procès où on a les accusés ont plaidé coupables, quelques amendes et de la prison. Là. Et ça amène mais entre autres une désillusion. Ça amène une certaine désillusion, entre autres chez les jeunes. Tu voulais nous en parler d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, regarde, on va en discuter tout de suite. C'est le président... Parce que moi, je crois que c'est relié. Le directeur général des élections qui, effectivement, M. Pierre Reid, qui dit que les ententes, je regarde, il nous reste 10 minutes, là, fait qu'il faut essayer, même pas 5 minutes, il faut essayer d'y aller à fond de train. Donc, au niveau du directeur, qui se préoccupe du fait que les jeunes 18-34 ans votent peu ou participent peu au processus électoral, que ce soit au niveau provincial ou au niveau municipal, parce que lui, il est directeur général des élections au niveau du Québec. Hey, toi, t'es quand même dans ce milieu-là, hein? T'as quand même un paquet d'amis qui sont... C'est-tu vrai, ça, que les gens de ta génération décident de ne plus aller voter? J'en vois beaucoup. Peut-être que mon cercle personnel est plus constitué d'animal politique, politisé, mais j'en ai entendu plusieurs de mes cogénérationnaires être très désillusionnés, d'avoir l'impression de ne pas avoir le levier, de ne pas être capable de faire changer les choses. Alors que pourtant, ils adoptent des comportements qui prônent le changement, ils sont eux-mêmes des adopteurs, pour ainsi dire, de nouveaux comportements, mais ils ne participent pas à la machine politique. À quelque part, peut-être que c'est moins négatif qu'on peut le penser, peut-être que leur action se déporte dans d'autres cercles que la politique et elle amène peut-être le changement. Mais pourquoi n'occupent-ils pas le terrain davantage? Au niveau de la politique. Il y a quelque chose à aller chercher, même si c'est vieux comme le monde selon eux. J'aimerais ça que tu essaies de m'élaborer un petit peu plus quand tu me parles de la désillusion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'ils voient, est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'ils l'occupent? Parce qu'il y a une autre statistique qui indique que les jeunes de cette génération-là ne s'informent pas. Ne regarde pas ce qui se passe aussi au niveau des médias d'actualité. C'est plus facile d'être informé de ce qu'on veut savoir aujourd'hui grâce aux agrégateurs de contenu, aux médias sociaux, Facebook pour ne pas le nommer, et toutes les autres. On peut s'entourer de notre propre bulle de filtre. À ce moment-là, c'est pas bête. Est-ce qu'on est mieux informé? On est mieux informé sur ce qu'on souhaite être mieux informé. Donc, l'arène politique étant quelque chose d'antithétique avec la bulle de filtre, c'est les affaires publiques, c'est les affaires de tout le monde, de la cité. Donc, on n'a plus contact avec tous les petits acteurs et la politique devient comme vieux jeu peut-être pour ces jeunes-là qui sont intéressés à s'entourer de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent avoir comme approvisionnement. Donc, il est où le sentiment communautaire lorsque tu t'enfermes dans tes... Et je suis responsable autant que d'autres d'avoir voulu ma chaîne YouTube personnelle remplie de mes intérêts. Entre autres, on va peut-être avoir sur les ondes de TVLDM une émission dans laquelle je participerai prochainement pour parler d'un de mes intérêts. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir aux jeunes de vouloir centrer leur arrivée, de ce qui leur arrive, de choses positives et tout, mais il y a ça qui joue aussi. La façon de consommer les médias change. Et à ce moment-là, ça amène des gens probablement à être moins informés en général de ce qui se passe. Est-ce que c'est bien... non, je ne peux pas poser ma question de même parce que je te demande un jugement. Mais est-ce que
c'est correct pour la vie démocratique de notre milieu que d'avoir ce type de comportement-là. Et si c'est correct, est-ce que à ce moment-là, on va assister à un changement de la démocratie dans notre société? C'est quoi Je crois que les acteurs politiques ont encore une carte à jouer qui est celle justement de la présence et de la promotion de leur importance dans les nouveaux médias. OK. Par exemple, ici, la télé communautaire est présente sur YouTube. Le gouvernement du Québec a ouvert un compte Twitter. Donc, on fait partie de cette machine-là. Attention toutefois à ne pas se retrouver avec le petit bout du bâton face aux grands réseaux qui, eux, sont extérieurs au pays même. Donc, il ne faudrait pas que les gouvernements perdent complètement le contact sur leur... C'est pas le cas, là, mais il faudrait pas qu'ils... Non, je comprends ça. En fait, on se détache là, d'avoir le contrôle de toute la machine chez nous, mais on fait partie de des réseaux qui sont immenses. Et c'est ces réseaux-là qui rejoignent les jeunes. Si tu veux rejoindre les jeunes, il faut que tu sois présent sur le même réseau que les jeunes. C'était pas de tourner de côté quand tu veux parler à celui qui est en face. C'est donc à dire que les médias traditionnels, dans cette analyse-là... Mais ils ont encore une place, mais peut-être pour certaines tranches d'âge, oui, c'est ça. sont moins efficaces. On a toujours parlé des 60 et plus. Là. Moi, je ne connais pas bien ça, là, mais dans les 60 ans et plus, qui ont effectivement conservé une habitude, soit de lecture de journaux ou soit encore d'écoute de radio et de télévision pour s'informer. Ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que les autres, ils ne sont plus là. Mais est-ce que c'est une crise qui va passer? Est-ce que ces jeunes-là ne vont pas vieillir et changer peut-être un peu? Oui, c'est une bonne question, là. Drastiquement, mais oui, effectivement. Les jeunes vont vieillir, quel aphorisme. Mais peut-être qu'en vieillissant, tout comme moi, j'ai pu le faire, de m'intéresser davantage à la vie communautaire dans les dernières années, ils vont peut-être s'apercevoir que tout ce qu'ils consomment est loin d'eux. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qu'on peut aller rechercher en tant que sentiment communautaire, en étant présent. Il ne faut pas manquer. Il ne faut pas que les gens manquent le train alors qu'ils passent, sans mauvais jeu de mots. Parce que si on n'est pas présent dans les nouveaux médias, là, je pense qu'on manque complètement l'occasion. Mais si on est présent, alors là, on est disponible. Et dès que les gens ont le sentiment tout d'un coup de vouloir se rattacher à leur milieu, ils ont l'accès. Écoute, moi, c'est vraiment une question importante que je me pose, parce que si le président directeur général des élections dit que c'est une grave préoccupation, je pense qu'on a aussi beaucoup de citoyens et de citoyennes qui ont toujours eu un intérêt à la chose politique et qu'on se dit, hey, écoute, si j'ai tout un pan de la population qui décide de dire, bon, ben écoute, la politique, je suis assez désillusionné de cela que je ne veux pas m'en occuper ou c'est loin de mes préoccupations. Si c'est loin de tes préoccupations, tu vas te faire arranger plus rapidement et plus facilement, là, jusqu'à quel point s'occuper de la démocratie, s'occuper de la chose politique, c'est aussi s'occuper de ses affaires. Et c'est la rendre plus semblable à ce qu'on voudrait. Exact, à ce qu'on voudrait qu'il soit. Moi, je sais que j'ai été agréablement surpris, à tout le moins, à la dernière élection municipale à Dolbeau-Mistassini, où on a vu quand même des équipes de jeunes se présenter. De nouveaux visages. Énormément. Exact. Écoute, on me fait dire qu'il faut qu'on arrête cette émission. On se reprendra donc la semaine prochaine, en espérant que Pierre sera parmi nous pour pouvoir être en mesure, une fois de plus, de discuter avec vous et de l'actualité locale, nationale et, on n'a pas eu le temps d'y aller, mais internationale aussi. Oui. Alors, au plaisir.